Bien, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence échange autour du secteur du numérique qui s'inscrit dans notre cycle de conférences Instant Métier. Certains secteurs comme l'hôtellerie-restauration, l'agriculture, les sciences ont déjà été abordés et les conférences sont disponibles en replay. D'autres secteurs seront proposés dans les prochaines semaines. Je vous invite donc à aller consulter le programme sur notre site Orientation Centre Val de Loire ou directement sur la plateforme de conférence des Instants Métiers. Vous trouverez dans le chat le lien direct pour aller vers cette plateforme. Vos micros et caméras ont été coupés. Toutefois, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat et nous nous chargerons de les poser aux professionnels. Notre conférence de cet après-midi est consacrée au numérique. Nous remercions Madame Natacha Boez d'avoir accepté de nous présenter son parcours et de nous faire partager son expérience. Avant de laisser la parole à Madame Boez et de rentrer pleinement dans le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, il nous semblait intéressant de vous transmettre quelques éléments de contexte pour mieux appréhender ce qui se cache aujourd'hui derrière le secteur professionnel du numérique. Alors, le numérique, c'est quoi? Le numérique ne se réduit pas à la sphère informatique. Il recouvre également les télécommunications, le multimédia et Internet. On peut citer notamment la conception de sites Internet, d'applications mobiles, l'édition de logiciels, les systèmes pour rendre les objets intelligents, la création de plateformes de vente en ligne, la gestion et l'analyse de données, etc., etc. Les débouchés sont donc nombreux. Près de 80 métiers existent aujourd'hui, des métiers qui émergent et évoluent en permanence. Aujourd'hui, toutes les entreprises, qu'elles soient du secteur du numérique ou non, comme dans l'industrie, l'environnement, la communication, la santé, la finance, les transports, font usage du numérique pour se développer, pour améliorer leurs processus internes ou pour offrir de nouveaux produits ou services. L'économie du numérique s'appuie sur de grandes entreprises, mais également sur de nombreuses startups. On compte en région Centre-Val de Loire près de 7700 entreprises dans la filière numérique, dont 60% dans les zones d'emploi de Tours et d'Orléans. Dans ce secteur porteur d'avenir, de nombreuses formations qualifiantes existent pour tous les niveaux, du CAP au Bac+5, voire au Bac+8. Donc nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Madame Boez, qui est Campus Manager chez AlgoSup. Donc sans perdre plus de temps, Madame Boez, pouvez-vous s'il vous plaît vous présenter et nous parler un petit peu de votre parcours et de votre métier? Avec plaisir. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je m'appelle Natacha Boez, je suis cofondatrice d'une école, alors une école d'informatique qui est située à Vierzon dans le Cher. L'idée aujourd'hui, c'est que je vous raconte mon parcours, pourquoi et comment j'ai atterri dans le domaine du numérique. Vous l'avez compris, je travaille donc dans une école qui forme des étudiants après le bac, donc une école d'informatique. J'ai donc la chance dans ce cadre-là d'être au contact permanent de jeunes. Et ce sont surtout des lycéens qui sont en plein questionnement face à leur orientation, à leur choix d'orientation. Je vois des jeunes et des moins jeunes aussi, qui sont en reconversion professionnelle, qui sont un peu parfois perdus face à ces choix d'orientation. J'en vois aussi également qui sont fixés. Pour eux, c'est très très clair. Ils savent ce qu'ils veulent faire depuis longtemps, depuis tout petit, c'est une chance. Et puis, je vois aussi beaucoup de jeunes qui ont loupé leur première orientation et qui sont en réorientation et qui cherchent encore leur voie. Alors, parmi les jeunes qui savent depuis tout petit ce qu'ils veulent faire plus tard, vers quel domaine ils souhaitent s'orienter, c'est clair dans leur tête, etc. Moi, ça me fait penser à une jeune fille de 10 ans que j'ai rencontrée il y a 2 semaines et lors d'une porte ouverte et qui m'a dit « Moi, je vais être programmeuse. Je vais faire ça plus tard, je vais être programmeuse, c'est ma passion. Je passe tout mon temps libre à programmer, faire du développement de logiciels. Je suis tellement passionnée et que je cherche sans arrêt à en apprendre davantage sur le sujet. J'apprends seule, je suis déterminée. Vraiment, c'est ce que je veux faire. Franchement, c'est une véritable chance d'être fixée si tôt, si jeune, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Clairement, moi, j'étais pas dans ce cas-là. Je me suis jamais réveillée un matin au collège ou au lycée en me disant « Et tiens, si je devenais ingénieure » ou « Et tiens, si je devenais graphiste » ou « Tiens, si je devenais infirmière » ou même comptable ou même campus manager, mon métier actuel. J'en savais rien en fait. Alors, il y avait pas mal de matières qui me plaisaient, mais j'étais pas vraiment fixée sur un métier en particulier. J'aimais beaucoup les langues.
Vous verrez, ça fera écho à ce que je dirais tout à l'heure sur les langages informatiques, mais j'aimais beaucoup les langues. J'ai fait de l'anglais, de l'allemand, de l'italien, j'ai même fait du grec, j'ai fait du latin, j'adorais la mythologie, mais j'aimais aussi les arts plastiques. J'aimais les cours de technologie pendant lesquels j'ai adoré souder des composants électroniques. J'aimais la biologie, je passais mon temps à la bibliothèque parce que j'aimais passionnément les livres. Enfin voilà, j'aimais beaucoup de choses, mais j'étais finalement dans le cas de beaucoup de personnes qui cherchent leur voie, qui ne savent pas trop quoi faire, vers quoi s'orienter, qui aiment plein de choses, mais pourquoi choisir? Comment je fais mon choix quand j'ai pas eu de révélation, que je ne suis pas sûre de ce qui me fera vibrer. Et face au choix d'orientation et tant de possibilités, on peut se sentir perdu. Et donc, il y a 17 ans, quand j'avais 17 ans, ça vous donne un peu une idée de mon âge, la seule chose que je savais, c'était qu'un jour, je me lancerais dans l'entrepreneuriat en créant une entreprise. J'avais ça vraiment derrière la tête. J'avais envie de créer ma boîte ou plusieurs boîtes. Et donc, au lycée, j'ai décidé de m'orienter vers des études plutôt ouvertes qui me permettraient de comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Donc, je me suis orientée vers des études de management et d'entrepreneuriat. Et suite à un stage de fin d'études, j'ai eu des opportunités professionnelles pendant plusieurs années. Suite à ma sortie d'études, j'ai aidé des centaines de personnes à lancer leur entreprise, à lancer leur boîte. Et comme il y a de la tech, il y a du numérique partout dans les entreprises, j'ai aidé pas mal de boîtes à s'installer dans le domaine du numérique. Et à l'époque, j'ai côtoyé donc plein d'entrepreneurs dans plein de domaines différents. Et je me suis dit, mais mince, pourquoi l'entrepreneuriat n'est pas enseigné à l'école? Pourquoi les valeurs de l'entrepreneuriat ne sont pas partagées au collège, au lycée, enfin vraiment dans l'enseignement? Et je me suis dit que c'était dommage, j'étais frustrée par ça, par le fait qu'en France, il n'y avait pas vraiment de programme scolaire sur l'entrepreneuriat. Donc, c'est-à-dire sur se lancer, sur construire, sur créer, se mettre en action, comment savoir s'entourer, etc. Et comme à l'époque, le Canada, c'était il y a un peu plus de 10 ans, comme à l'époque, le Canada était avancé sur ce sujet, l'entrepreneuriat chez les jeunes à l'école, je suis partie me former là-bas pour découvrir comment, chez eux, dès tout petits, donc dès l'école maternelle, il y a les valeurs de l'entrepreneuriat qui sont véhiculées chez les plus jeunes. Et en rentrant, alors j'ai découvert plein d'outils, plein de programmes pédagogiques à l'école maternelle, au collège, au lycée, dans l'enseignement supérieur. Et en rentrant en France, j'avais qu'une idée, c'était de développer ce type de programme dans les écoles, ce que j'ai fait. Et notamment, j'ai développé des programmes pédagogiques autour de l'entrepreneuriat dans des collèges, des lycées et en enseignement supérieur. Puis comme j'adorais l'entrepreneuriat et puis toutes ces valeurs-là, j'ai eu envie de créer des événements autour de l'entrepreneuriat. Et notamment, j'ai mis en place pas mal d'événements comme des Startup Weekend, 48 heures pour lancer sa startup. Et c'est pendant l'un de ces événements que j'ai rencontré la personne qui est aujourd'hui mon associé. Et donc finalement, que j'ai rencontré aussi le domaine du numérique, le domaine de la tech. Et c'était il y a 5 ans. Et cette personne qui s'appelle Franck m'a fait part à l'époque de son projet un peu fou, celui de créer une école d'informatique internationale située à Vierzon, au cœur de l'Europe, pour former plus et mieux des développeurs, des développeuses, des créatrices, des créateurs de logiciels. Cette idée, elle vient d'où? Donc, elle vient de Franck et de sa frustration parce que quand il était... Alors, il a 30 ans d'expérience dans le domaine du logiciel et dans ce cadre-là, il a recruté des centaines de développeurs en France et à l'international. Il a toujours été frustré par les compétences des jeunes en sortie d'études. Ces jeunes avaient appris des trucs qui ne leur servaient pas tellement dans l'entreprise. Et puis surtout, ils n'avaient pas appris les choses dont ils avaient besoin dans l'entreprise. Les choses qui étaient attendues par l'entreprise n'étaient pas très opérationnelles. Et on s'est dit, il y a certainement moyen de faire autrement pour former plus et mieux les professionnels qui ont pile les compétences recherchées par les entreprises du domaine du numérique. D'autant qu'en plus, ces entreprises, elles ont une grosse difficulté à recruter.
C'est un domaine où vraiment, vraiment, il y a une pénurie chronique et croissante. Il n'y a pas assez de créateurs, créatrices de logiciels sur le marché, il n'y a pas assez de développeurs. En France, 8 éditeurs de logiciels sur 10 déclarent éprouver des grosses difficultés de recrutement. Et les entreprises estiment que cette pénurie de talents dans ce domaine, c'est un des principaux obstacles à l'adoption des nouvelles technologies. Et le marché est vraiment illimité. Il manque des millions de développeurs dans le monde. Il n'y a que 4% des logiciels qui sont développés en France, mais il manque vraiment des tonnes de développeurs dans le monde. Et rien qu'en Europe, c'est estimé à 600 000. Donc voilà un petit peu comment j'ai atterri dans le domaine du numérique. Donc une série de rencontres en fait. Voilà, une série d'opportunités, de rencontres qui vous ont permis d'arriver aujourd'hui dans ce monde du numérique. Alors, Donc, une question dans le chat. Pourquoi une installation à Vierzon? Alors, une installation à Vierzon parce que c'est un alignement des planètes. Alors, Vierzon, c'est au cœur de l'Europe. C'est central, c'est très très bien desservi. Il y a un nœud ferroviaire, un nœud routier qui est vraiment très positif. Enfin, c'est très facile de se rendre à Vierzon. Et puis, c'est un alignement de planètes. Alors, il y a Ledger qui a démarré à Vierzon. Et c'est vrai qu'il y avait tout un écosystème numérique qui s'est développé suite à la création de cette licorne. Et il y a une forte volonté à Vierzon de se développer au travers du numérique. Et surtout, donc là aujourd'hui, on occupe les locaux qui sont, dans lesquels Ledger a démarré. Et on a pour projet de déménager au B3, des locaux qui sont situés en hypercentre de Vierzon. Et c'est vrai que quand on s'est installé à Vierzon il y a 2 ans maintenant, nos premiers étudiants sont arrivés en septembre 2020, on avait déjà des vues sur ce bâtiment, ce B3, qui est une ancienne usine de tracteurs qui fait 18 000 m². Donc nous, on va occuper, à travers la création d'un campus numérique, 3 000 m². Et tout ça, cette opportunité, le fait que ce soit central et le fait qu'il y ait un écosystème autour du numérique à Vierzon ont fait que c'était une évidence pour nous de nous installer là. D'autant plus que quand on a voulu lancer cette école, on a sondé tout un tas de directeurs d'école d'informatique qui nous ont dit, pour nous, le souci, c'est la place. On pourrait déménager tous les ans et parce qu'on a des étudiants en fait qui s'inscrivent et on n'a jamais assez de place. Et donc il faut que le foncier, il faut que vous preniez le foncier en compte quand vous allez vous installer. C'est vraiment hyper important. Donc tout de suite, quand on a démarré là dans les locaux qu'on occupe actuellement, ils font 500 m², on s'est dit il faut qu'on ait les locaux d'après pour pouvoir nous développer. Voilà. Alors, en corollaire, malgré tout, une deuxième question qui fait suite à la première et à la réponse que vous venez d'apporter, qui est celle, je lis, arrivez-vous à bénéficier d'une attraction positive à Vierzon? En tout cas, on y travaille. On a des étudiants qui viennent. Alors, quand on a démarré en septembre 2020, puisqu'on a démarré en plein Covid, c'était pas si évident que ça de se faire connaître. Tous les salons d'orientation ont été annulés. Et puis, on démarrait, quoi. On était tout jeunes, on était tout neufs, personne ne nous connaissait. Donc, on a beaucoup bénéficié en 2020 du bouche à oreille. Donc, on a eu beaucoup de jeunes au niveau local qui sont venus pour s'inscrire à l'école. Et là, depuis l'année dernière, on touche de plus en plus de jeunes de toute la France et des jeunes qui ne connaissent pas Vierzon n'ont pas d'a priori sur Vierzon. Souvent, Vierzon, il peut y avoir des a priori pour les personnes qui y habitent. Et comme quelqu'un qui habiterait, je vous dis n'importe quoi, moi, à Annecy, et qui se dit, bon, ça bouge pas trop, et puis finalement, ce sont des préjugés parce que c'est un endroit qu'on connaît par cœur, on a l'impression qu'il s'y passe rien ou autre. Donc, les gens ont beaucoup de préjugés dans la ville où ils ont grandi, où ils sont nés, où ils ont vécu des années, puisque finalement, ils voient les points faibles de cette ville. Mais des personnes qui n'ont pas connaissance de la ville, ils n'ont pas de préjugés, et franchement, les étudiants qui viennent, on a de plus en plus qui viennent de toute la France. On a même un Hongrois qui est arrivé l'année dernière et pour qui ça se passe très bien. D'accord, merci. Donc, vous nous avez parlé de créateurs de logiciels, de développeurs. Est-ce que vous pourriez nous présenter
2 ou 3 métiers qui, selon vous, sont des métiers d'avenir dans le secteur du numérique. Alors, je vais vous parler d'un métier notamment que je connais plutôt bien. En fait, quand on a créé cette formation-là, on a listé toutes les compétences qu'il fallait avoir pour être recruté par des grands éditeurs de logiciels. Et notamment, je vais vous parler du métier de créateur de logiciels, donc développeur, un métier plutôt développeur généraliste, full stack, ultra généraliste. Avant de vous parler de ça, j'aimerais aborder avec vous le logiciel et le fait qu'ils sont partout et qu'ils ont une influence considérable sur nos vies et sur nos quotidiens. Ils sont partout dans nos interactions quotidiennes avec les outils numériques. La première chose, moi, que je fais chaque matin, c'est lire mes mails. Eh bien, chaque matin, il y a des algorithmes qui me mettent en avant les mails auxquels je n'ai pas répondu. Et quand j'y réponds, il y a des algorithmes qui viennent me corriger l'orthographe. Et quand on a aussi besoin de se déplacer pour aller d'un point à un autre, on a des algorithmes qui sont chargés d'optimiser nos parcours, nos trajets. Il y a des algorithmes qui tournent quand on prend le métro pour calculer l'état du trafic, par exemple. Quand on va chez le médecin pour faire un examen médical, quand on va au laboratoire faire une prise de sang, il y a des algorithmes qui tournent pour faire des mesures à l'échelle de la cellule, pour communiquer ensemble, pour collaborer, pour travailler, pour échanger, pour faire des achats sur Internet. Dès qu'on utilise un outil numérique qui nous appartienne comme notre téléphone ou pas, comme la borne du métro, il y a du logiciel. Et donc les algorithmes sont partout, le logiciel est partout. Sur les réseaux sociaux, quand on est orienté vers certains types de contenus, il y a des algorithmes qui tournent pour nous orienter vers des choses à consommer, à acheter, à lire. Voilà, quand on regarde Netflix, il y a des algorithmes pour nous faire des suggestions, des recommandations qui sont basées sur des tonnes de données, sur nos consommations précédentes, sur les succès du moment, etc. Il y a du logiciel partout dans tous les domaines. Vous l'avez dit, Elodie, tout à l'heure. Il y en a dans le sport, dans la santé, l'écologie, l'économie, la finance, l'éducation, la parfumerie. Choisir de développer des logiciels, c'est presque comme choisir de ne pas choisir. Aujourd'hui, toutes les entreprises font de la tech, font du logiciel dans toutes les industries, dans tous les secteurs, on a besoin de développeurs. Finalement, devenir développeur, c'est se donner la capacité d'aller travailler dans n'importe quel secteur. C'est une force et ça peut vraiment intéresser de plus en plus de jeunes qui n'ont pas trouvé leur voie. Et en devenant développeur généraliste, on ne se met pas dans une seule et unique voie. La porte est ouverte. C'est un secteur où il est possible d'avoir un impact sur le monde qui permet de contribuer à améliorer le quotidien, le quotidien de plein de personnes, de plein d'utilisateurs. On peut faire du logiciel et sauver des vies, du logiciel et de l'écologie, il y en a absolument partout. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas conscients qu'elles et ils peuvent être développeurs ou développeuses généralistes par méconnaissance du domaine. Et des gens vont lever deux fausses idées sur ces métiers-là. La première, la programmation, le code, le développement, ce n'est pas des maths. Et en programmation, 95% des problèmes sont résolus avec des compétences en maths qui sont d'un niveau collège ou lycée. Il n'est pas nécessaire d'être un prodige en maths. Et évidemment, il y a des domaines dans la programmation qui nécessitent un petit peu plus de connaissances en maths, comme la 3D ou des domaines très spécifiques dans l'intelligence artificielle. Il y a certaines applications notamment qui nécessitent des connaissances plus poussées en maths, mais à 95%, la programmation, ce n'est pas des maths. Et la deuxième fausse idée sur ces métiers-là, c'est que la programmation, c'est un domaine qui n'est pas réservé que pour une seule catégorie de la population. Donc, ce n'est pas un domaine qui est fait pour les hommes, ni pour les geeks. Vous savez, ces personnes qui sont coincées derrière leur écran. Programmer, ce n'est pas juste s'asseoir devant un clavier, un écran pour saisir des lignes de code. Voilà, le code, ce n'est pas une fin en soi. Il y a des métiers fantastiques et il y a beaucoup de filles qui n'y vont pas parce que dès petites, on leur a montré que le code, c'est un ordinateur, que c'est très masculin, que c'est très geek, que c'est des maths. Mais c'est pas ça. Et en fait, programmer, c'est quoi ? Programmer, c'est résoudre des problèmes concrets de la vie courante.
Apprendre à programmer, c'est comme apprendre un art. L'art de résoudre des problèmes, l'art de construire tout un tas de solutions pour tout un tas de sujets différents. Apprendre à programmer, c'est comme apprendre une langue. C'est la langue de l'ordinateur, hein. On parle de langage de programmation avec une grammaire, une syntaxe. Coder, c'est une façon de s'exprimer, c'est écrire des lignes dans un langage informatique. Ce bout de texte qui, à plus grande échelle, s'appelle un logiciel, qui est interprété ou compilé par un ordinateur pour exécuter une tâche qui a été prédéfinie par ce développeur, cette développeuse. Et c'est un métier de communicant. Il y a beaucoup d'interactions avec des équipes avec lesquelles on travaille, avec des clients, avec des utilisateurs. C'est vraiment un métier de communicant. Coder, c'est quoi? C'est donner vie à des idées, à des solutions qu'on aurait pu penser impensables. C'est une façon de penser, de voir le monde différente. C'est comprendre comment tout fonctionne, comprendre comment des startups comme Amazon, TripAdvisor, Airbnb, etc. ont réussi à créer des services dont aujourd'hui on ne peut plus du tout se passer. Voilà, et tout ça, c'est une question de code et d'algorithme. Merci beaucoup. On a une question, oui, dans voilà, une le question chat. dans le chat. Donc aujourd'hui, est-ce que vous faites encore du développement ou est-ce que vous êtes enseignante? Enfin voilà, qu'est-ce que vous faites? Alors, je gère l'école au quotidien. Donc, je suis au quotidien en train de gérer le fonctionnement de cette école d'informatique. Donc, De je donner garantis envie. son bon fonctionnement. Donc, à la fois, je suis beaucoup au contact avec les jeunes, comme je le disais tout à l'heure, des jeunes qui sont en recherche dans leur orientation. Un de mes rôles aussi, il y a assez peu de matières scolaires qui ressemblent à la programmation. Et donc, on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir en nous disant « Écoutez, ça m'attire, ça m'intéresse, j'aime bien derrière l'ordinateur, mais je ne sais pas si c'est fait pour moi. » Donc, un de mes rôles aussi, c'est de lever, de lever les inconnus, lever des questionnements de ces personnes qui souhaitent s'orienter vers le développement logiciel. Je suis beaucoup en contact de personnes en recherche d'orientation. Je suis beaucoup au contact des intervenants. Je vais chercher les intervenants. Je les choisis pour qu'ils viennent dispenser des cours à nos étudiants inscrits. Je suis au contact quotidien avec nos étudiants. Je m'occupe un peu de comptabilité à l'école, un peu de RH. On a des salariés. Je m'occupe de tout le bon fonctionnement de l'école, des locaux, etc. Voilà, de tout le fonctionnement de l'école. Merci beaucoup. Et puis on développe aussi une application pour développer, pour que en fait, le cursus chez nous, le programme, c'est en 50 000 points. Et donc, on a beaucoup gamifié l'enseignement. On travaille beaucoup sur la pédagogie, sur comment apprendre autrement, qu'est-ce qui est efficace pour que les apprenants développent leurs compétences et acquièrent des compétences, qu'elles soient techniques, mais aussi non techniques. C'est hyper important aussi les compétences non techniques, la créativité, la communication, etc. Et donc, on développe une application pour les aider à progresser dans leurs apprentissages. Voilà, il y a plein de sujets. Les sujets manquent Plein de choses. Merci. Donc, justement, là, vous nous avez parlé de communication, de créativité, de compétences. Quelles sont, selon vous, les principales qualités et compétences pour travailler dans ces métiers du développement de logiciels et dans le numérique de façon plus large? Alors, pour moi, un bon développeur, c'est avant tout, et puis dans le domaine du numérique, c'est avant tout un bon créatif. Apprendre à coder aide à développer sa créativité, à entrevoir de nouvelles façons de s'exprimer. Quelqu'un qui est créatif, il peut vraiment se révéler dans ce domaine. Une autre qualité, c'est la persévérance. Parce que quand on crée notamment un logiciel, ça commence toujours par ne pas marcher. Et donc, il faut aller au-delà et persévérer et chercher. Et parfois, ça ne marche pas à cause d'un point-virgule. Donc, c'est la créativité, la persévérance, la communication. C'est important, je trouve, de se mettre à la place des utilisateurs. Il y a du numérique, il y a du logiciel partout. Et pour moi, le bon développeur, c'est un bon traducteur. C'est la personne qui fait le lien, finalement, entre une machine, qui comprend un langage de programmation et qui fait le lien avec un utilisateur ou un client qui, lui, ne sait pas du tout comment la machine fonctionne. Et donc, vraiment, il est là pour faire le lien entre les deux,
pour à la fois comprendre les contraintes de la machine à un utilisateur, à un client, et à la fois pour traduire les besoins d'un client, d'un utilisateur à cette machine. C'est vraiment un métier de traducteur, et c'est important de se mettre à la place, dans la tête du client, pour pouvoir aussi développer une solution. Parce que, à la fin de sa carrière, un développeur, il est autodidacte à 95%. Et c'est un métier qui évolue tellement que, effectivement, il faut des bases solides pour pouvoir être prescripteur. Si vous voulez, face à un client, ce qui est important, ou un utilisateur, ce qui est important de faire, c'est de prescrire et de dire, de maîtriser suffisamment de langage et de technologie pour pouvoir dire au client, OK, dans votre cas, pour répondre à votre besoin, à votre problématique, c'est tel langage, c'est telle solution en fait qu'on va utiliser parce que c'est cette solution qui est adaptée. Et ce qui est important, c'est de continuer toujours à apprendre au quotidien pour pouvoir développer ses compétences techniques, non techniques. Oui, le monde évolue beaucoup. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui sortent, parfois qui disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. Et donc, il est important d'avoir un esprit critique et de se dire, OK, ça, c'est important, donc je concentre mon énergie à apprendre ça. Mais ça, par contre, c'est pas important. Je fais l'impasse. Alors justement, une nouvelle question dans le chat. Faut-il être imaginatif dans le secteur du numérique? Alors oui, imaginatif, créatif, c'est toujours. Ouais. Merci. Et donc du coup, vous nous l'avez dit, hein, avec le développement rapide de toutes ces nouvelles technologies, il y a de nombreux métiers qui n'existent pas encore. Il faut s'adapter en continu. Donc dans ce contexte, il peut parfois sembler difficile de se projeter et de choisir une orientation du coup scolaire et professionnelle. Donc malgré ce constat hein, que l'on fait, selon vous, pourquoi est-ce que s'orienter vers les métiers du numérique pourrait être un pari positif pour l'avenir? Alors, il y a beaucoup de métiers, effectivement, dans le domaine du numérique qui n'ont pas été inventés. Justement, il y a tout à créer et dès l'instant où on a des bagages solides, qu'on sait apprendre, qu'on a une méthodologie pour apprendre et pour toujours se remettre en question, pour toujours acquérir de nouvelles compétences, qu'on a cette créativité. Ce sont des métiers qui sont particuliers, hein, il faut aimer ça. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Mais franchement, s'orienter vers le domaine du numérique, c'est une superbe façon de se dire, dans ma vie, je vais continuellement apprendre. Je vais apprendre des nouvelles technologies, je vais apprendre des nouveaux langages, je vais apprendre sur la technique, je vais évoluer, je vais apprendre à travailler en équipe, etc. Et puis surtout, je vais apprendre plein de métiers différents. Quand on a un client qui, je vous dis n'importe quoi, dans le domaine de la parfumerie et qui nous commande un logiciel, on apprend aussi un peu le métier du client pour pouvoir développer un logiciel qui est totalement adapté. Franchement, il y a plein de métiers qui n'ont pas encore été inventés et je trouve que de plus en plus, dans l'orientation et dans la façon dont les jeunes conçoivent leur choix d'orientation, on ne s'oriente plus vers un métier en particulier qu'on va exercer toute sa vie. On s'oriente vers plein de possibilités. Et l'important, c'est de savoir, d'avoir des bases, d'avoir une méthodologie et d'apprendre continuellement de nouvelles choses. Et avec tout ça, toutes ces soft skills, enfin toutes ces compétences transversales, on peut se réorienter. Et puis surtout, c'est pas parce qu'on va passer 3 ans ou 5 ans de sa vie à faire telles études qu'on va être complètement bloqué dans le secteur qu'on a étudié. Il y a tellement de possibilités, enfin, soyons ouverts. Donc le numérique, c'est un secteur où voilà, on peut s'orienter tout au long de sa vie, on peut apprendre tout au long de sa vie et du coup aller vers des métiers qui existent, qui émergent et qui se développeront encore dans les années à venir. Et l'important, c'est de choisir ce qui nous plaît, quoi. Et si effectivement le domaine du numérique, ça nous plaît, il faut... on sait que c'est un domaine où on va apprendre toute sa vie et il n'y aura pas du tout de problématiques d'emploi. Donc pour conclure, Madame Boez, en une phrase, quel conseil donneriez-vous donc aux personnes qui souhaitent s'orienter vers ces métiers et qui hésiteraient encore?
Alors déjà, choisissez de faire un métier qui vous plaît. Il y a beaucoup de personnes qui se réorientent chaque année, des réorientations scolaires, des réorientations professionnelles. Rien qu'en scolaire, il y a un quart des élèves qui se réorientent chaque année après le bac, c'est énorme. Et je pense qu'une des raisons, au-delà de la peur qui est liée à l'orientation, la peur de s'engager sur un parcours, la peur d'échouer, le manque de confiance et autres, une des raisons de toutes ces réorientations, c'est la non-connaissance de soi, de qui on est, de comment on fonctionne, de nos talents. On a tous des talents, on est tous doués pour quelque chose et il faut déjà valider en fait ce qu'on aime faire pour s'orienter vers un bon secteur. Donc, pourquoi pas le numérique. Et puis, l'autre conseil, c'est si vraiment vous souhaitez vous orienter vers le domaine du numérique, il y a plein de choses. On peut faire plein de choses dans le domaine du numérique. Choisissez ce qui vous plaît aussi dans le domaine du numérique. À un instant T, ça peut évoluer tout au long de votre carrière. Un autre conseil, c'est l'ouverture à l'international. L'anglais, c'est hyper important. Il n'y a que 4% des logiciels qui sont développés en France. Pourquoi se restreindre et se couper de toutes les autres possibilités à l'international? L'anglais, c'est absolument important. Les soft skills aussi, travailler son attitude, sa posture, développer toutes ces compétences transversales. On a des étudiants en fait qui sont très techniques, qui sont un peu geeks et qui, quand ils développent un logiciel, vraiment ils ont des œillères et ils développent ça d'un point de vue technique. Et on a d'autres étudiants qui sont moins doués en technique et qui ont une toute autre approche, qui ont une approche un peu plus créative, qui a une approche plus centrée client-utilisateur. Et parfois, en fait, cette approche-là donne des résultats plus intéressants que la première approche. Donc, vraiment, l'importance de développer ces soft skills. Et puis de pas trop se spécialiser, toujours apprendre. Donc, beaucoup de conseils. Merci beaucoup. Donc, je regarde dans le chat, nous n'avons pas d'autres questions. Donc, il me reste à vous remercier, Madame Boès, pour cet échange. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager cette information autour de vous. Il reste encore beaucoup d'autres thèmes de conférences à venir. Je vous rappelle qu'il est possible de revoir toutes les conférences en replay sur notre site Orientation Centre Val de Loire ou sur la plateforme des Instants Métiers, où vous pourrez également retrouver différentes ressources utiles pour vous informer sur tous les secteurs. Donc, très bonne journée à tous et à très bientôt sur nos autres conférences Instant Métier, Regarde Pro. Merci. Merci beaucoup.